Regardez le CCI, il est très peu connu des grands débutants, mais lorsqu'il sort de sa zone de surachat, comme ça a été le cas ici ou là, eh bien, ça peut donner lieu à des baisses quand même assez significatives, comme ici ou encore comme là, et d'autant que cela correspond à une cassure d'oblique. Donc, ce qui est intéressant surtout, c'est que ça vient de se produire aujourd'hui. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une résistance, une résilience du CAC 40 qui force le respect. Le DAX, par exemple, a perdu 0,6%. Le CAC 40, au pire de la séance, a abandonné 0,6% également, mais finalement, on termine quasiment à l'équilibre avec une perte symbolique de 0,1%. Et la bougie du jour n'est pas mauvaise du tout puisqu'il s'agit en fait d'une clôture plutôt dans le tiers haussier avec une longue mèche basse comme ça veut dire qu'il y a une chasse aux bonnes affaires pendant les plus bas et c'est plutôt positif. Alors c'est sûr que combiné à la bougie précédente, il s'agit d'un harami baissier. Alors attendez, il faut quand même savoir que le diable se cachant dans les détails, c'est quand même un harami baissier de facture assez médiocre puisque pour que ce soit vraiment baissier, il faudrait que la bougie 1 soit en bas du corps, enfin la bougie 2 soit en bas du corps de la bougie 1 et pas au milieu. Il faudrait également relativiser, je l'ai dit, avec la longueur de la mèche basse, donc c'est stricto sensu un harami baissier, mais c'est vrai que l'esprit qui ressort de cette figure est plutôt neutre, on va dire. Les bougies Akinashi par contre montrent un affaiblissement réel de la force baissière puisque vous avez une bougie verte certes mais mèche haute, mèche basse, donc c'est haussier mais de moins en moins. Il n'y a pas de véritable signe de baisse pour l'instant sur le CAC 40. En tout cas, pour l'instant également, on remarque que là, on plafonne. Ok, alors regardez, ça c'est une figure très discrète. J'ai oublié d'en parler hier, j'en parle aujourd'hui. Vous voyez, quand vous avez des sommets toutes bougies confondues, on s'en fiche de la forme de la bougie, de la physionomie de la bougie, mais quand vous avez deux bougies qui clôturent sur le même niveau, ça s'appelle un sommet en pince. Ça acte la présence d'une résistance, tout simplement, et ça veut dire que si on casse cette résistance, ça sera un signal haussier, et tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est un aveu d'échec. C'est très intéressant lorsque on est sur des niveaux historiques comme actuellement, où on n'a rien à se mettre sous les dents d'horizontale, et bien un sommet en pince ici est alerte sur le fait que ça renacle. C'est mieux que rien, on va dire, dans le cadre actuel. J'attends toujours avec impatience une vraie consolidation qui nous amènerait à visiter la zone de support, mais pour l'instant, encore une fois, rien de patent. J'aimerais vous attirer votre attention sur le fait qu'on a... Alors, elle est difficile à tracer cette oblique parce qu'elle ressemble à rien. Faut essayer de lui être le plus fidèle possible. Si on veut tracer une oblique dont la cassure serait une alerte importante, ce serait quelque chose comme ça. Mais on n'arrive pas vraiment à trouver de quelque chose de convaincant. En tout cas, si on la trace comme ça et qu'on prend en compte les 1, 2, 3 contacts ici, eh bien oui, cette oblique ascendante est cassée. Alors attention, quand on casse une oblique ascendante, quand on est débutant, on pense qu'on va descendre. Non, statistiquement, lorsque l'on casse une oblique ascendante, on fait un trading range dont les marges sont encore à établir. Mais il ne faut pas voir baisse après cassure d'oblique ascendante, mais a priori trading range, latéralisation et accessoirement de temps en temps grosse baisse derrière. Donc attention à cet abus de confiance pour les baissiers. C'est sûr que si vous êtes baissier, la cassure de l'oblique est intéressante, mais pour l'instant ça ne veut dire que pourquoi pas derrière une latéralisation comme ça, vous avez un creux ici là. Voyez, c'est tout à fait envisageable. Ce qui nous amène maintenant aux autres éléments techniques. La moyenne mobile à cette période est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est toujours haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. On a eu un croisement M20, M50, on a déjà parlé, et la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte. Alors j'ai reçu pas mal de messages en fait hier, merci beaucoup, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard, mais me disant qu'il fallait que je revienne au format long. Tout de même, ceux qui sont pressés peuvent utiliser la touche x1,5 par exemple sur YouTube qui permet d'accélérer la vitesse de la vidéo, mais qu'on comprend mieux quand je suis
plus lent hein, dans les explications, et comme ce genre de commentaires a été plus nombreux que ceux qui se félicitaient d'une réduction de la longueur, je reviens hein, puisque c'est quand même pour vous que je fais ce format, au format habituel un peu long, mais n'oubliez pas, si vous avez peu de temps, que vous pouvez accélérer encore une fois la vitesse de la vidéo et raccourcir ça à 10 minutes si vous pensez que je suis trop long ou que vous n'avez pas le temps. J'avais dit également que on avait au niveau des indicateurs techniques. Ah non, je ne l'avais pas dit, je le dis maintenant. Alors c'est important ce qui se passe parce que on a deux choses. Alors le Money Flow Index, ok, il était au-dessus de 80, il est dans sa zone de surachat, il commence à sortir de sa zone de surachat. Attention, ça veut dire que la pression haussière se relâche. Ça, j'en parlerai plus tard. Le RSI, on avait tracé hier, alors ça c'est rigolo parce que j'avais tracé cette oblique là hier en disant que sa cassure serait le juge de paix, bien que je l'ai retracé, et en séance, hein, si vous avez vécu ça, on est passé en dessous et je pensais vraiment que c'était enfin le signal d'une baisse qui était en train de se mettre en place, et là vous voyez en clôture on a préservé, hein, donc attention, on a une cassure qui est acté d'oblique sur le CAC 40, on en a parlé, mais on n'a pas ça encore sur le RSI. Ça ne veut pas dire que c'est pas valable la cassure de l'oblique ascendante, hein. C'est asymétrique, hein. Si vous voulez, le RSI et son oblique alerte d'un risque de cassure de l'oblique sur les cours, mais c'est l'inverse n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est simplement que on peut se demander si cette cassure d'oblique du CAC 40 est véritablement fiable, puisqu'elle n'a pas été précédée d'une cassure sur les RSI qui reste quand même très fort. Mais en tout cas, le CCI lui renvoie un signal qui est pour le coup baissier, puisqu'on sort de la zone de surachat. On a testé ça récemment, donc je ne vais pas le refaire, mais bon, vous voyez bien que c'est une alerte, hein. Lorsque l'on sort de la zone de surachat, comme ici, eh bien, c'est une alerte baissière. Attention, les dernières fois, ça n'a pas bien fonctionné, il faut le savoir, mais généralement, ça fonctionne pas trop mal, hein. Lorsque l'on sort de la zone de surachat, comme ici, comme là, ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas, tout en sachant que rien ne fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà, alerte mineure sur le CAC 40. Et ce qui nous amène, alors bon, comme j'ai testé pas mal de choses ces derniers temps, j'ai décidé de faire un petit détour du côté des questions que vous me posez, parce que c'est toujours pédagogiquement intéressant. Alors j'ai reçu un premier message. Et le premier message sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est un message de Jérôme qui me disait que c'était bien quand j'adaptais la position et la gestion de la position à la situation en cours, parce que c'est en fait mieux que lorsque on fait preuve d'inflexibilité par rapport au plan de départ et au stop loss de départ. Alors d'abord, merci. 2, il faut se méfier. Vous savez, si moi je vous propose justement traditionnellement dans 99% des cas des plans qui sont fixes, c'est parce que je m'adresse essentiellement à ceux qui débutent leur voyage initiatique en trading. Et il faut savoir que lorsque vous avez un plan qui est subjectif, vous êtes du coup beaucoup plus sujet au doute, en particulier si vous avez 2-3 trades perdants d'affilée. Eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez finir par douter, avoir un biais, qu'il soit haussier ou baissier. Et du coup aussi, c'est beaucoup plus difficile à backtester. C'est-à-dire que lorsque je vous donne clairement une stratégie basée sur un stop loss au-dessus des précédents sommets ou des précédents creux, etc., avec un objectif, etc., vous savez très très bien que statistiquement, vous êtes dans le vrai si vous faites ceci ou cela, et que ce n'est qu'une question de temps avant que vous reveniez vers l'espérance mathématique historique. Et c'est pour ça que lorsque vous débutez, je vous encourage vraiment à bosser comme ça, parce que vous savez ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui risque d'arriver, ce qui est improbable, etc. Alors que lorsque je vous propose un trade comme celui que je suis en train de faire avec vous actuellement, un trade baissier, que normalement je ne fais que, je le répète, dans le cadre du cercle privé des tradosoriens, parce que bon voilà, c'est le niveau est un petit peu plus établi, c'est plus dangereux psychologiquement. Donc oui, j'apprécie ce commentaire et ces encouragements, mais j'encourage vraiment également les débutants à procéder de la manière dont je fais habituellement avec des stops et des objectifs qui sont clairement backtestables et qui sont un amortisseur, un trampoline éventuellement lorsque vous avez des périodes de doute. Deuxième élément que j'aimerais voir avec vous et qui a attiré mon attention au niveau des questions.
Alors, c'est une question de Léonidas, un habitué du format, et qui a posé une question légitime, il se demande si c'est l'indicateur qui fait le cours, est-ce que c'est le cours qui fait l'indicateur? Et c'est vrai que traditionnellement, et on le comprend bien lorsqu'on sait comment c'est calculé, c'est les cours qui font les indicateurs techniques, les variations du cours qui entraînent des évolutions au niveau des indicateurs. Mais maintenant, je pense que c'est de moins en moins vrai en ce sens que le trading se développe, l'analyse technique se développe, il y a des comportements moutonnier et des prophéties autoréalisées. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des cours qui entraînent un signal au niveau du MACD, par exemple, c'est vrai. Mais de plus en plus de personnes font les choses à l'envers, attendent des signaux, généralement toujours les mêmes, et il va y avoir des agissements à l'unisson au niveau des indicateurs techniques et des signaux qui vont faire que les cours vont réagir. Ok, donc à partir de là, oui, essentiellement les cours qui font les indicateurs, mais de plus en plus les indicateurs qui font les cours. Hein. Et il y a plein de questions en fait qui sont super intéressantes, mais je vais pas en parler trop parce que ça va faire un format qui va être trop déséquilibré, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et dernière chose que j'ai oublié de mentionner, qui m'a été mentionnée également dans les commentaires, j'ai oublié de signaler un petit gap ici et c'est vraiment important parce que si ce gap devait être comblé et il risque de l'être, il s'agirait alors d'un gap d'essoufflement et lorsqu'il y a un gap d'essoufflement, c'est un gap rapidement comblé qui était généralement le troisième, hein, eh bien il y a une accélération baissière assez importante derrière, donc je le positionne, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, hein. Et on va donc terminer avec l'Ichimoku et l'Ichimoku nous dit que ça reste toujours quand même très positif avec un nuage qui monte enfin de plus en plus lentement, on acte hein, le ralentissement. La Tenkan aussi et la Kijun s'aplatissent, mais globalement la Tenkan monte, la Kijun monte, les nuages montent et on est au-dessus, donc la immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. On va donc terminer avec les trades du jour qui restent quand même relativement figés dans le marbre. Si vous êtes haussier, eh bien, je suis vraiment très circonspect par rapport à un trade maintenant. Non pas qu'on puisse pas monter, mais c'est parce que c'est le ratio gain-risque qui est vraiment médiocre. Hein. Je pense que on peut éventuellement acheter en imaginant que ça va continuer de le faire, mais je pense qu'il faut vraiment pas se raidir hein, et si on comble ce gap ce sera vraiment un signe important de baisse, donc voilà, par exemple acheter maintenant ou proche du gap, imaginons que vous attendez que ça corrige un petit peu et puis vous mettez un stop de protection sous le gap à 0,5% et que vous visiez un retour sur les plus hauts, ça fait à peu près 1,1 comme ratio gain risque. On ne serait pas là sur la première surprise près. Attention, si la correction commence, là vous voyez que c'est vraiment déraisonnable. Hein. Donc s'il y a une correction qui se met en place, on risque vraiment de descendre jusqu'à là. Donc éventuellement acheter ici, stop de protection large et parier sur le fait qu'on va repartir à la hausse de manière significative, c'est notre possibilité pour les acheteurs. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que de plus en plus un stop de protection au-dessus du sommet en pince, par exemple ici, parier sur le fait qu'on va redescendre, c'est vraiment pas improbable. Après, c'est une question de ratio gain-risque. Hein. Si vous rentrez maintenant, vous avez un stop de protection à 0,8, un objectif à 2, c'est excellent. On peut faire ça en pariant sur le sommet en pince. Hein. Alors, avec plus ou moins de marge de manœuvre, mais ça peut être envisageable. Hein. Quant à moi, vous le savez, j'avais parlé tout à l'heure, je me suis ravisé. Je suis revenu à un trade avec un objectif qui serait d'aller chercher, je l'ai dit, si j'utilise mon ratio gain-risque ici, à partir de maintenant, non, je suis rentré ici à 7500 moi. Donc l'objectif, il est d'aller faire moins 1,4%. Attendez, je raconte des bêtises. 7500, c'est ici. Oui, non, pardon, c'est là. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone-là. Avec un stop de protection à 7700, on a un ratio gain-risque qui est mauvais, hein, 0,7%, mais j'envisage vraiment que ce soit intéressant quand même parce que c'est ce genre de trade qui fonctionne souvent et qui compense le fait que le ratio gain-risque soit pas terrible. Hein. Voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas tous les formats du week-end qui arrive. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis donc à demain pour d'autres vidéos.